behind your head, how is it? Can you show it? Not really. It's a bit messy. But lately, everyone is asking. Every day, it's real. It never happened. Il y a quelques années, j'ai rencontré un cyborg, un vrai, le premier qui a obtenu que cela figure sur son passeport. Il s'appelle Neil Harbisson, il est catalan et il est daltonien de naissance. Pour parvenir à voir les couleurs, il a fixé une caméra miniature au bout d'une antenne reliée directement à l'os de son crâne. Avec les années, il a peu à peu affiné le système, au point que désormais, il perçoit beaucoup plus de couleurs que vous et moi. Il est devenu un humain augmenté. Neil Harbisson n'est pas particulièrement sportif, mais je trouve qu'il a sa place dans l'intro de ce podcast. Car les sportifs de haut niveau sont, à bien des égards, des hommes augmentés eux aussi. Augmentés parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils ont accès aux meilleures technologies possibles pour développer leur potentiel physique et mental, dans le but d'obtenir la meilleure performance possible. Ils représentent une sorte de laboratoire de l'être humain, une équipe de testeurs qui explorent et redéfinissent en permanence les limites de l'humanité. Pour en discuter, je reçois Terence Erickson. Vous êtes chercheur en neurobiologie et transhumaniste. Alors, transhumaniste, il va falloir nous expliquer un peu ce que ça veut dire. La définition de base, c'est, on va dire qu'on va prendre tout ce qui est progrès technologique et scientifique et le mettre au service de l'humain, voilà, et de l'humanité en général. Et se dire comment on peut remettre un peu en question, on va dire, des valeurs qui sont été ici jusqu'à quasi divines sur ce que nous sommes, ce qu'est l'humain, sur ce qu'est son évolution, sur ce qui est naturel, etc., quoi. Où est-ce qu'on peut aller voir d'autres horizons, toujours dans cette démarche, et ce qui est pour moi le plus important, philanthropique et altruiste, de vouloir ces choses-là, mais certes, pour le bien de l'humanité, quoi. Il y a un exemple parfait que moi j'aime beaucoup prendre, c'est celui du vaccin, où quand on y réfléchit, le vaccin, on cible des personnes qui sont totalement saines. C'est des personnes qui n'ont pas de pathologie à un moment donné. Et quelque part, le vaccin, c'est déjà de l'augmentation sur une personne qui, en fait, n'est pas malade. Voilà. Et du coup, ne serait-ce que prendre le vaccin, pour moi, on est déjà dans une démarche transhumaniste d'utiliser la technique pour augmenter des personnes qui, entre guillemets, sont naturellement, jour J, en bonne santé, quoi. Je fais de l'athlétisme et du 800 mètres, notamment, voilà, moi j'ai pu discuter avec des grands sportifs, des gens qui font des contrôles antidopage, et par exemple, ça nécessite d'être à tel endroit, de donner sa localisation, et c'est quelque chose qui est plutôt très contraignant. Et pourquoi pas imaginer une technologie transhumaniste qui pourrait aider ces sportifs-là dans leur quotidien, donc sans augmenter leur performance sportive, mais voilà, en les aidant à avoir, je sais pas, une petite puce sous la peau qui pourrait faire les analyses à distance antidopage, par exemple. Ce qui était inédit, c'était de proclamer le moteur humain supérieur au moteur mécanique sur les grandes distances. Couchés horizontalement sur la quintuplette, nos figures plus bas que nos selles dans des masques destinés à nous abriter du vent et de la poussière, nos 10 jambes reliées, les droites et les gauches, par des tiges d'aluminium, nous démarrâmes sur l'interminable piste aménagée tout le long des 10 000 miles. Parallèlement à la voie du Grand Rapide, nous démarrâmes, entraînés par une automobile en forme d'obus, à la vitesse provisoire de 120 km/h. Alfred Jarry, Le Surmal, 1900. Le sport et le transhumanisme, a priori, ont le même objectif de développement de l'humain. Mais quand la technologie évolue de plus en plus vite, où commence le dopage ? Bonjour Christian. Bonjour. J'en ai discuté avec Christian Couturier du SNEP, le syndicat national de l'éducation physique. Est-ce que c'est vrai que Pierre de Coubertin aurait dit que s'entraîner, c'était tricher ? Oui, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais à cette époque-là, s'entraîner, c'était considéré comme tricher, quoi. C'est-à-dire, tu vas te donner des moyens que les autres n'auront pas, parce que, en fait, dans l'aristocratie où c'est né, c'était, voilà,
On vient, on fait une course, que le meilleur gagne, et puis voilà. Mais il y a d'autres anecdotes. Quand on a inventé le dérailleur, par exemple, sur le vélo, il a fallu 30 ans entre le moment où le dérailleur a été inventé et le moment où il a été accepté pour le Tour de France, par exemple. On considérait que c'était de la triche, parce que ça démultipliait les possibilités. Donc voilà, la culture du moment soit accélère des fois, et soit freine à un moment donné l'utilisation de technologies, qu'elles soient en tant qu'objet extérieur, ou que ça soit l'utilisation de choses qui soient de l'ordre de l'entraînement, de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. Chez les sportifs de sport collectif, voilà, que ce soit le football ou le rugby, on imagine déjà de sortes des thérapies géniques. On en a entendu parler à la Coupe du Monde avec Angel Di Maria, où on mettrait des thérapies de cellules souches, donc des choses qui sont un peu transhumanistes aussi, pour réparer plus rapidement une fracture ou une blessure ou une lésion ou quoi que ce soit. Et la question, c'est à quel point cette réparation, qui diminue le temps qu'on passe à récupérer, peut impacter sur le fait d'être plus vite disponible pour un match et du coup avoir un avantage entre guillemets sportif par rapport à d'autres équipes qui n'auraient pas cette technologie-là. Et pour moi, la limite en tout cas, elle est juste ici. Le débat éthique du transhumanisme, c'est à quel point on a conscience des conséquences sur l'autre. Comment toi, dans un championnat, comment toi, dans un match, tu vas, de par tes augmentations physiques, influencer sur le résultat. Il y a le fait de se réparer quand on est cassé, mais il y a aussi le fait de vouloir... par exemple, avoir une meilleure vision, comme Tiger Woods. Là, c'est plus vraiment de la réparation, parce qu'il avait déjà une bonne vision, mais il s'est fait opérer pour pouvoir voir encore mieux, et donc augmenter ses performances. Là, on est sur presque de l'augmentation pure. Et ça, est-ce que ça pose pas un problème sur la ligne de départ d'égalité des chances ? Je ne sais pas si la question d'égalité des chances est finalement une bonne manière, une bonne question en soi. Moi, je dis souvent que le sport, c'est quelque chose que l'humain a inventé pour jouer à se développer. Bon, donc c'est un jeu. Et ce qui est important, c'est que tout le monde soit d'accord sur l'objectif et que tout le monde soit d'accord sur les règles du jeu. Le problème principal, c'est celui du maintien de l'intérêt du jeu. Et quand on est avec des élèves en classe et où on n'est pas confronté à ce type de choses, mais auquel on peut être confronté au fait que dans une équipe ou dans une classe, il va y avoir des élèves qui vont être bien plus développés que d'autres parce qu'ils en font en club, parce que si, etc. Tout le problème de l'enseignant d'éducation physique, c'est de maintenir justement le jeu par des artifices. Enfin, c'est pas des artifices, mais qui sont justement des jeux sur la règle. C'est-à-dire, on va modifier un petit peu les règles pour faire en sorte qu'à un moment donné, l'élève, il va trouver de l'intérêt au jeu. Parce que s'il n'en trouve pas, il va s'en désintéresser complètement et il ne va pas y travailler, il ne va pas progresser, donc, etc. Quand on regarde aujourd'hui n'importe quel sport, même de haut niveau, on voit bien que tous ne sont pas construits non plus sur le même modèle physique, qu'il y en a certains qui vont valoriser la technique parce qu'ils sont un peu moins forts, un peu moins ci, un peu moins ça, donc ils vont mettre l'accent sur certaines choses, d'autres. Donc en fait, ils vont utiliser les moyens qui sont à leur disposition. Mais voilà, ce qui est important, c'est on a un but commun et on a des règles communes. Parce que poser la question de l'égalité des chances avec un côté, on est tous pareils au départ, c'est quasiment impossible à régler. On ne va pas non plus faire une cartographie de l'ADN, de la génétique des gens au moment du départ pour s'assurer qu'il n'y en a pas un qui aura le réflexe qui va être plus court que l'autre, etc. C'est impossible. Dans un avenir pas si lointain, notre ADN déterminera notre vie. Une infime goutte de sang, un peu de salive, un simple cheveu définiront où vous pouvez travailler, qui vous devez épouser, ce que vous serez capable d'accomplir. Les portiques de séquençage ADN de Bienvenue à Gattaca ne sont pas encore obligatoires pour les athlètes à l'entrée des stades. Mais l'accès à la ligne de départ est de plus en plus contrôlé, même pour ceux qui ne se dopent pas. C'est le cas de la triple championne du monde Caster Semenya, qui doit désormais subir un traitement hormonal pour baisser son taux de testostérone si elle veut avoir le droit de concourir. Son taux d'hormone de naissance est considéré comme hors norme par la Fédération internationale d'athlétisme. C'est le problème avec les humains. Ils sont tous différents et s'ils deviennent parfois exceptionnels dans leur sport, c'est qu'ils avaient certainement des prédispositions naturelles.
Mais en fait, c'est cette question du déterminisme. On peut prendre l'exemple de Usain Bolt pour expliquer ça. Notamment, on peut se demander à quel point ces qualités génétiques de ses muscles, qui sont déjà présentes lui à sa naissance, à quel point ça le rend peut-être hors catégorie déjà du 100 mètres. Et cette question-là, elle s'est posée directement pour Semanaya, dans cette athlète féminine au 800 mètres, avec un taux de testostérone très élevé. Et en fait, moi, ma question, c'est à quel point dans le cas de Semanaya, son taux de testostérone est hors catégorie, alors que, à quel point, pour Usain Bolt, sa musculature des psoas, qui sont les muscles au niveau des cuisses, elle est acceptée. Mäntyranta voittaa 30 kilometriä. Tästä alkaa taival suurmestariksi. Cette petite archive en finlandais pour vous parler d'Eero Mäntyranta, qui domine le ski de fond mondial pendant les années 60 avec pas moins de 7 médailles d'or consécutives. Comme il casse le suspense des épreuves, vu qu'on sait très bien qu'il va gagner, il est soupçonné de dopage. Mais des études approfondies, certainement hyper coûteuses pour l'époque, montrent qu'il n'a rien pris du tout. Il est juste porteur d'un gène mutant qui lui permet de récupérer bien mieux que vous et moi. Il a un meilleur récepteur d'érythropoïétine. Et c'est pas un mot finlandais, mais le mot d'une protéine liée à l'effort musculaire. Les progrès de la génétique actuelle font qu'on connaît de mieux en mieux ces gènes de la performance. Et depuis 2016, le Comité international olympique considère sérieusement de dépister un éventuel dopage génétique. Alors là, c'est hyper important. On entre vraiment sur une des points centraux du transhumanisme, qui est la modification génétique. Parce que pour le coup, jusqu'ici, on a eu des techniques de dopage où on avait des injections ou des choses. Enfin, c'est des choses qui étaient sur un individu en tant que tel, mais qui n'allaient pas se transmettre aux autres générations. Alors que, avec les modifications génétiques, tout ça, c'est balayé d'un revers de la main. C'est-à-dire qu'on repense l'humain, parce que c'est la définition du transhumanisme, et du coup, on va avoir des technologies qui sont transmissibles par caractère héréditaire aux enfants, et qui, en même temps, avec des nouvelles technologies, on entend parler de CRISPR-Cas9, etc., en génétique, qui sont tellement précises sur l'ADN qu'en fait, on n'aurait même pas de trace qu'il y a eu une modification génétique, du dopage. Et donc, à quel point, en fait, s'il n'y a pas de trace, on peut dire que le gène spécifique d'un athlète, est-ce que c'est son vrai gène ou est-ce que c'est son gène qui a été modifié? On peut revenir sur Usain Bolt. Est-ce que son caractère génétique d'être plus fort que d'autres, est-ce que c'est vraiment le sien à sa naissance? Ou est-ce que du coup, peut-être on l'a modifié à un moment et on ne le sait pas parce qu'on ne peut pas le voir? Du coup, est-ce qu'on va aller jusqu'à séquencer un athlète dès sa naissance alors qu'on ne sait même pas s'il va être athlète? Enfin, voilà, ça pose aussi plein de questions qui vont être importantes demain. Non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler. Désolé, j'ai encore 3 interviews à faire avant la fin de cette soirée. Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Eux disent que si. Oui, mais ils mentent. Dans le film La Mouche, sorti en 1986, un chercheur croise par inadvertance son ADN avec celui d'une mouche. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. À l'époque, ce genre de scénario restait du domaine de la science-fiction. Mais on s'en approche dangereusement. Alors pas forcément avec de l'ADN de mouche, mais la baisse des coûts du séquençage de l'ADN et l'apparition d'une technologie qui s'appelle CRISPR permettent à pratiquement n'importe qui de modifier son ADN. Juste 20 secondes de vulgarisation. Tout notre corps est constitué de cellules et chaque cellule est constituée d'un ADN qui est une recette pour créer des protéines qui sont des petits moteurs moléculaires dans la cellule. En fait, il n'y a pas un gène de la performance, mais il y a toute une série de petites choses, de petites briques qui, si on les bidouille, c'est un peu comme avoir une grosse platine de mixage et qu'on pouvait toucher un peu tous les boutons. Il suffit de choisir précisément quel gène on veut remplacer, puis d'imprimer ce morceau d'ADN. Alors oui, ça, aujourd'hui, c'est facile. Ensuite, on transfère cet ADN dans un virus inoffensif qu'on s'injecte en espérant qu'il aille modifier les bonnes cellules dans notre corps. Et ça, c'est encore un peu compliqué, mais on y est presque. Ce qui est envisagé, c'est notamment aller voir tout ce qui est conversion du glucose du sang vers le muscle, tout ce qui est production, alors au niveau de la mitochondrie, qui est une petite usine énergétique dans la cellule, qui est capable du coup de créer toutes les briques énergétiques de la cellule. On connaît les gènes qui sont capables de booster cette production énergétique et voir si ils sont peut-être modifiés ou pas. Donc des choses sur à la fois les cellules musculaires et à la fois la production d'énergie et la
captation d'oxygène dans les cellules, qui sont vraiment les 3 gros points aujourd'hui envisagés. Mais, petit disclaimer, ça c'est avec l'état actuel de la connaissance. Et peut-être que demain, on ira voir d'autres choses. On a la technologie et on sait le faire. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, encore la petite limite, c'est que c'est extrêmement cher. Plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions selon les cas, selon ce que l'on cible, les muscles, etc. Et donc, aujourd'hui, peut-être que les grandes entreprises, les grands sponsors sportifs ont l'argent pour ça, mais là, ça serait tombé dans la théorie du complot. Moi, je ne suis pas capable de dire si c'est déjà fait ou pas. Vous avez séquencé votre ADN, vous ? Oui, j'ai séquencé mon ADN. Alors déjà, j'ai appris quelque chose par rapport au sport que l'ADN me disait, que j'étais plutôt disposé à faire du sprint que de l'endurance. Ça, je trouve ça cool parce que c'est ce que je fais, donc j'étais plutôt content de mon choix. Mais en effet, mon séquençage ADN, j'ai trouvé ça intéressant et important de le faire pour découvrir des choses sur moi et qui me permettent aujourd'hui d'avoir une expérience de vie différente. Le jour où on vend des virus qui permettent de modifier un gène comme on veut, vous le faites ? Moi, non. Mais ça, c'est vraiment très personnel dans le sens où dans le transhumanisme, c'est pas ce qui m'intéresse du tout, cette notion de performance. Ça peut paraître paradoxal pour un transhumaniste de dire ça, mais je m'explique, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans le sport, c'est la souffrance. C'est-à-dire que si moi, je mets mes limites plus loin, je vais pas atteindre cette souffrance, d'avoir mal après mon 400 mètres ou mon 800 mètres, d'être allongé par terre à ne plus pouvoir en respirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir cette limite et de jouer avec. Et notamment, dans le cadre du 800 mètres, aller derrière cette barre mythique des 2 minutes. Dans le cadre très précis du sport et de l'athlétisme en plus, là, ça ne m'intéresse pas du tout d'être transhumaniste pour la performance. Mais encore une fois, être transhumaniste dans ce sport pour l'aspect autour, c'est-à-dire pourquoi pas avoir une puce sous ma peau qui peut me permettre de mieux comprendre mon rythme cardiaque ou de mieux comprendre comment mes gènes s'activent ou se désactivent sous l'effort. Ça m'intéresse. À quoi ressembleront les compétitions demain ? J'imagine bien des compétitions où on n'utilise pas le transhumanisme pour la performance sportive, mais plutôt pour toute l'expérience autour du sport, pour notamment l'expérience utilisateur. Et pourquoi pas avoir des gens qui ont des sortes de casques ou quoi, qui pourraient se mettre dans les yeux des sportifs pour ne pas voir une télévision, mais être directement dans l'œil du sportif, ou avoir d'accès à des nouvelles données biologiques des sportifs, etc. J'imagine vraiment repenser notre approche du sport. Pourquoi pas imaginer des sportifs qui évoluent dans des mondes virtuels. Je pense à toute cette partie des jeux vidéo, où on pourrait avoir toute une masse de gens qui se téléportent, entre guillemets, avec sa conscience dans un autre monde pour faire un match de foot, mais je sais pas, sous l'eau, dans l'espace, etc., ou en gravité, peu importe. Là, c'est pour inventer des choses, mais peut-être que demain, la génétique, ça sera hyper facile, comme écrire ou comme utiliser un ordinateur, et on pourra le faire sans problème. Mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux. Ça, c'est du chloroforme pour les gencives. Ça, dit Ville, vit dans sa musette, c'est de la pommade pour me chauffer les genoux. Et des pilules ? Voulez-vous voir des pilules ? Tenez, voilà des pilules. Ils en sortent 3 boîtes chacun. Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite. Albert Londres, Tour de France, Tour de souffrance, 1924. Le problème typiquement du dopage médicamenteux, on va dire, c'est qu'il y a des répercussions sur la santé. Mais enfin, par rapport à un milieu donné, il ne faut pas oublier que, alors c'est des activités quand même où il y a beaucoup d'argent, et que donc le fait d'être meilleur, ça équivaut à gagner plus. Qu'est-ce que sont prêts à faire les gens ? Mais il faudrait aller voir aussi dans le milieu du travail ou ailleurs, qu'est-ce que sont prêts à faire les gens pour gagner plus, pour être mieux placés, mieux classés, enfin voilà. Et on s'aperçoit que là, les gens ils se dopent pareil, voire plus. Il y a eu des études qui ont été faites sur la question du dopage, et quand on posait la question aux personnes qui se dopaient en leur disant « vous savez que ça produit ça et que vous risquez un cancer ou de mourir à 45 ans, etc. » Ils disent « oui, je le sais », et malgré tout, ils continuent à le faire. C'est-à-dire qu'on peut statuer à un moment donné sur des choses, mais on ne réglera jamais la totalité du problème. Les phénomènes de groupe, l'appât du gain, l'appel de la gloire, qui sait ce qui peut pousser un sportif à risquer sa santé ? Des champions cyclistes comme Floyd Landis appellent aujourd'hui à la légalisation du dopage dans leur sport.
Leur discours, c'est que si le dopage génétique existe un jour, il touchera certainement en premier le monde du vélo. Alors plutôt que de laisser des expérimentations dangereuses se faire sous le manteau, il serait peut-être plus prudent de les encadrer officiellement. Du sport, saison 2, épisode 3, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur avec ces histoires de science-fiction. À bientôt. Wow.